Jérôme Petazzoni, et qui va nous parler du refactoring le plus difficile de sa carrière. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Bonjour. Alors ça fait presque 30 ans que j'écris du code et presque 20 ans que je le fais pour gagner ma vie. Donc des refactoring de code dégueulasse, vous imaginez que j'en ai fait un bon paquet dans ma vie. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler d'un refactoring de code, justement. Ces photos là derrière, ça a été pris à DockerCon, pas à DockerCon la semaine dernière, mais l'année dernière, puisque en fait cette année c'était la première année où je ne suis pas allé à DockerCon. Après 7 ans chez Docker et à porter plein de casquettes différentes, j'ai fini par partir, parce que les 2 dernières années en fait je me suis battu avec une dépression et un burn-out, et donc c'est ça le refactoring dont je vais parler aujourd'hui. Alors comment j'en suis arrivé là? Je vais en fait découper ça en 3 parties. D'abord, je vais expliquer comment je me suis intéressé à ce sujet, pourquoi, spoiler alert, ça n'a pas suffi à m'éviter dépression et burn-out, et ce que j'aurais aimé savoir, et du coup ce que j'aimerais partager avec vous pour vous aider si vous faites face à ce genre de challenge aussi. Alors d'abord, comment je m'y suis intéressé? Ça a été en 3 actes. Tout d'abord, je suis tombé sur un talk de Greg Boggs qui s'appelle Devs and Depressions, dans lequel il parle de son combat, lui, avec un trouble bipolaire type 2. Alors je vous passe les détails, mais je vous invite éventuellement à regarder ce talk ou à lire le blog post correspondant. Vous allez voir dans mes slides, il y a plein de trucs en bleu, c'est des liens. Et le QR code que vous avez vu au début et que vous allez revoir à la fin vous envoie vers les slides dans lesquels il y a tous les liens et même des slides en plus, voilà, pour avoir le director cut de ce talk. Donc voilà, première interaction avec ça, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont des développeurs de gros calibre et qui font face à ce genre de problème. Deuxième acte, en 2014, je vais à la conférence Scale à Los Angeles et il y a 2 talks qui me marquent beaucoup, entre autres. Un talk qui s'appelle Smoke de Carlos Flores, où il parle de supervision à coup de script bash, etc., ce qui me parle beaucoup. Et puis un talk qui s'appelle Burnout and Ops de Lars Leitonen. Je ne peux pas vraiment vous faire un résumé de ce dernier talk, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, ça a tellement marqué l'audience que tout le monde s'est levé et a applaudi. Et il a été réinvité à faire ce talk à Usenix Lisa, qui est un peu la mecque des sysadmins au niveau des confs US. Je suis allé à Usenix Lisa, je suis retourné dans son talk et je l'ai réécouté une 2e fois, bien que c'était quasiment le même mot pour mot. Donc c'est pour vous dire à quel point ce talk était important et plein de choses intéressantes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Usenix Lisa, ils ont filmé le talk, donc vous pouvez le voir aussi. 3e acte, l'année d'après, à Scale, donc la même conférence. J'apprends que malheureusement, Carlos ne donnera plus jamais de talk parce qu'il vient de quitter son job et de se donner la mort. Et quand j'apprends ça, je rentre dans ma chambre d'hôtel, je m'assois sur mon lit et j'ai pleuré pendant plusieurs longues minutes sans vraiment comprendre pourquoi, parce que Carlos, en fait, je le connaissais pas plus que ça. J'avais vu son talk l'année d'avant, on avait discuté un peu, j'ai fait « Ouais, putain, le monitoring en bash, c'est bien, ça parle ». Mais c'était pas un pote, c'était pas. Donc je me suis quand même posé beaucoup de questions et je me suis dit en fait c'est un petit peu la même raison pour laquelle les conducteurs de bus se mettent en grève quand il y en a un qui se fait agresser. C'est un petit peu par solidarité et parce qu'on se dit ça aurait pu être moi. Parce que Carlos, il était on call sur des grosses infrastructures. Il avait une pression de malade et moi j'étais aussi on call sur des grosses infrastructures à l'époque chez .cloud, l'ancêtre de Docker. Il y avait aussi une pression de malade, des alertes tout le temps, etc. Et je me suis dit, ça aurait pu être moi. Du coup, je me suis vraiment intéressé à la question. Cette fois-ci, j'ai fait plein de recherches. Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Je tombe sur plein de statistiques. 1 personne sur 5 fait face à des troubles de santé mentale. Ça veut dire que si vous prenez vous, la personne juste devant, juste derrière, à gauche, à droite, ça en fait 5. Sur les 5, statistiquement, il y a une de ces 5 personnes qui fait face en ce moment à des troubles. Alors ça peut être des choses plus ou moins intenses et plus ou moins handicapantes, mais c'est là. Et puis, une des meilleures ressources que j'ai trouvées, c'est un cours de neurologie à Stanford par Robert Zapolsky. C'est pas tous les jours qu'on peut trouver des cours de Stanford sur YouTube, donc je conseille aussi énormément. C'est de l'anglais, mais assez accessible et c'est top. Je me suis dit, bon, avec tout ça, je suis vacciné, je devrais pas tomber dans le burn-out, la dépression, des choses comme ça. Malheureusement, je me trompais. Vous avez peut-être vu Matrix, vous vous rappelez peut-être la scène où Neo s'installe comme ça, on lui met une aiguille dans la tête et puis il voit des trucs d'arts martiaux comme ça en accéléré et à la fin, au bout de quelques minutes, il se réveille et il fait « I know Kung Fu ». Là, dans la vie vraie, ça marche pas comme ça. On peut lire tout ce qu'on veut sur tous les sujets qu'on veut, ça suffit pas à éviter ce genre d'issue. Alors pourquoi ça n'a pas suffi ?
En fait, c'est pas très compliqué, hein, si on fait un petit peu une analyse comme ça, une petite rétrospective. Si on regarde entre mi-2014 et mi-2015, j'ai fait presque 100 talks sur Docker. Et avec certains mois où j'étais dans l'avion toutes les semaines pour aller en Chine, en Russie, etc. etc. Donc, avec le recul, oui, c'était complètement con. Fallait pas faire ça. Le problème, c'est que dans le moment, ça, on s'en rend pas compte. Ça a l'air normal, on enchaîne, on a les invitations aux confs, on y va, on fait nos talks et tout se passe bien. Et il y a très peu de signes comme ça visibles qui arrivent à la surface. Il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment pour vraiment tirer la sonnette d'alarme. Du coup, fin 2015, les premiers vrais symptômes, je préparais un très très gros talk pour reInvent, la conférence d'Amazon. Et comme j'ai une petite tendance à procrastiner et à faire les choses au dernier moment, je me dis, bon, cette fois-ci, on va pas merder, je vais bloquer mon agenda sur 3 semaines, pas de rendez-vous, pas de petits calls rapides, rien du tout. 3 semaines, je me bloque un bureau et je prépare mon talk, parce que là, il va falloir envoyer. Et puis au bout de 2 semaines, petite panique, j'ai rien produit du tout. 0 slide, 0 démo, même pas un plan. J'ai juste 3 pauvres lignes dans un TXT comme ça qui se battent en duel. Donc du coup, je commence un petit peu à m'inquiéter. Et puis finalement, quelques jours avant la deadline, quelques jours avant cette présentation, tout se débloque. J'ai écrit 150 slides, peut-être toutes les démos, j'enregistre les vidéos, enfin tout va bien. Et du coup, je me dis, bon, c'était juste un petit coup de barre passager, je ne sais pas exactement, mais puisque tout va bien, on va enterrer l'incident, très bien. Et puis, quelques mois plus tard, les symptômes reviennent, mais un petit peu différemment. Je perds le goût des choses, et donc là, j'ai pris 3 situations qui, normalement, auraient dû être très agréables pour moi. Alors, comme on n'a pas tout le temps, je vais en prendre une au pif. À droite, c'est l'entrée de Berghain, un des clubs les plus connus de Berlin. C'est un club qui est tellement sélectif que le physio a sa propre page Wikipédia. J'ai passé 2 mois à Berlin en 2016 et j'ai essayé 7 fois de rentrer à Berghain. J'ai fini par réussir à rentrer. Et une fois que j'étais à l'intérieur, alors c'était bien, hein, enfin, quand on aime l'électro minimal, style berlinoise et tout, Ben Clock, Deadman et tout, on adore, c'était mon cas. Sauf que, en fait, au bout d'1 heure ou 2, je me suis trouvé à me dire, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Je me sens pas bien alors que je devrais, normalement. Et pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si vous écoutiez votre morceau de musique préféré ou que vous étiez en train de manger votre plat favori et que ça ressemble à rien ou que ça n'a pas de goût. Donc là, du coup, vous vous dites qu'il y a peut-être un petit problème. Alors, workaround, je me suis dit, allez, on prend un petit break, on prend des petites vacances. Alors, c'était pas des vraies vacances, parce que j'avais juste allégé mon rythme de travail, mais j'avais quand même des deadlines qui arrivaient, des conférences, etc. Mais je viens en France, je vais un peu à la campagne, je vois des gens, enfin, tout se passe bien. C'était juste un workaround. Vous savez, c'est quand les disques se remplissent et qu'on fait un gzip sur les logs, ça permet de tenir un peu plus longtemps, mais les disques continuent de se remplir et on finit par aller dans le mur quand même. Ce qui est donc arrivé quelques mois plus tard, où en déménageant à Kansas City, je me rends compte que je suis devenu hypersensible au bruit, je perds le sommeil, quand on dort plus, on fonctionne plus très bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, et du coup, tout devient difficile. Mais quand je dis difficile, ça veut dire que dans l'état dans lequel j'étais conscient qu'il fallait que j'aille voir un médecin, que c'était la seule issue, et même avec tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais appris justement sur la dépression, je savais qu'il fallait absolument que j'aille consulter, et ça m'a mis plus d'1 mois pour arriver à avoir un rendez-vous. Alors pourquoi c'était difficile? Parce qu'à chaque fois on se dit non, là c'est pas la peine que j'appelle, ils vont me dire qu'ils n'ont pas de rendez-vous avant 3 semaines, qu'ils prennent pas mon assurance, parce que l'assurance santé aux États-Unis c'est un grand sujet aussi, ça va pas répondre, je vais tomber sur un répondeur, je vais pas comprendre l'anglais en téléphone. On se trouve des millions de raisons en fait pour faire reculer l'échéance, alors que pourtant c'est ce qu'on devrait faire. Voilà. Bon, cette fois-ci, donc, j'arrive à voir un médecin, même si c'est au bout d'un bon moment, qui me dit vous faites une dépression, donc il va falloir soigner ça. Et du coup, je commence les antidépresseurs. Alors, petit retour d'expérience sur les antidépresseurs, j'ai testé pour vous. J'en ai testé 3 différents. Alors, le premier, la fluoxétine, qu'on connaît souvent sous le nom de Prozac. Ça marche sur plein de gens. Malheureusement, pour moi, ça n'a pas marché du tout. Ça m'a même plutôt enfoncé plutôt qu'autre chose. Et il m'a fallu 3 mois pour m'en rendre compte. Alors là aussi, on peut se dire, mais 3 mois, t'es sûr que t'es pas un peu... Enfin, t'aurais dû te rendre compte quand même que ça te faisait pas du bien. Le problème, c'est que quand on va pas super fort, et quand en plus on a lu les antidépresseurs, ça met longtemps avant d'agir, on se dit, bon allez, je vais attendre que ça passe. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va aller mieux. Puis au bout de 3 mois, quand même, quelqu'un m'a dit, non, là, il faut que tu changes de crèmerie, parce que 3 mois, c'est pas bon.
Alors j'ai essayé la mirtazapine, puis la duloxétine, et donc ça a fini par me faire aller un petit peu mieux. Alors on jongle un peu entre les effets secondaires, des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien, mais globalement, le bilan est positif, donc ça m'a permis d'aller mieux en fait, et de sortir un peu de ça. Et ça m'a amené donc sur prendre soin de soi, le self-care. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit « Ouais, il faut prendre soin de toi. Ouais, le self-care, c'est important. » Il m'a fallu 35 ans avant de comprendre ce que ça voulait dire. Alors d'abord, j'ai essayé la technique « un esprit sain dans un corps sain ». Donc tous les matins, quand je me levais à 7h du mat, je descendais à la salle de gym et hop, une demi-heure comme un guerrier. Et ensuite, je rentrais chez moi, hop, je faisais le petit déjeuner, etc. Super. J'ai aussi complètement arrêté de boire. Pas que j'étais alcoolique ou quoi, hein, mais régulièrement, le soir, je prenais une petite bière avec ma copine, comme ça, et j'ai arrêté ça aussi. Tout ça, ça m'a pas vraiment aidé. Au contraire, je pense, parce que c'était des petits plaisirs de la vie. Enfin, je parle pas pour le sport, hein, c'est toujours bien de faire un peu de sport, mais la petite bière du soir, je pense pas qu'elle me faisait de mal, et à l'inverse, m'en priver, je pense que ça m'a pas aidé. Alors du coup, j'ai pris une deuxième technique. Oui, bon, on va se faire un petit peu plaisir, pour essayer d'aller mieux. Alors j'ai essayé les jeux vidéo, ça n'a pas tellement marché parce que quand on est en train de se mettre à la bourre dans son boulot et qu'on se fait un petit game, on se sent quand même pas très bien, on se sent un peu coupable. La lecture, ça m'a aidé parce que pour moi la lecture ça a toujours été un truc noble, disons, donc j'avais aucun scrupule à m'enquiller des bouquins et des bouquins comme ça. J'ai lu plus de 10 000 pages de science-fiction donc en automne 2016. Si vous voulez des recommandations, venez me voir après. Et puis je me suis remis au bricolage, je me suis remis à la musique, je me suis mis au violoncelle, ce qui devait être mon 10e instrument ou un truc comme ça. Et ça a fini un petit peu par porter ses fruits. Mais surtout, dans mon cas, ce qui m'a aidé, c'est les amis, la famille qui sont venus à la rescousse. Parce que mine de rien, à Kansas City, on était un petit peu isolés. Et donc, on a des potes qui sont venus pour le réveillon. J'ai ma mère qui est venue me voir pendant une semaine, 10 jours. Un autre pote aussi qui a dit « écoute, si tu viens pas à Paris, moi je vais venir te voir à Kansas City ». Et je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu à rebondir. Alors bien sûr, toutes ces techniques-là, elles dépendent de qui vous êtes, de ce que vous aimez. C'est pas les mêmes choses qui marchent pour tout le monde. Moi, j'ai dû faire un petit peu d'A/B testing afin de trouver ce qui marchait pour moi. Mais voilà. Alors, du coup, ça allait mieux. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, été 2017, donc il y a à peu près un an, coup de bol, je participe à une étude donc, sur la santé mentale, l'expatriation et le télétravail dans la tech. Donc je cochais toutes les cases. Et puis dans ce contexte, je passe un test qui s'appelle le Maslach Burnout Inventory, qui ressemble un peu à un psychotest de vacances où on vous pose des questions comme ça, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas quand vous faites ci, quand vous faites ça, et qui à la fin donc, vous donne des espèces d'indications pour indiquer si vous êtes plutôt en burn-out ou pas. Et surprise, j'étais plutôt en burn-out, ce qui m'a, disons, à moitié surpris. Du coup, je refais un petit peu des recherches, je revois des médecins, j'essaye de comprendre. Et puis la conclusion, en gros, c'était qu'il y a de grandes chances que la dépression à laquelle je faisais face, elle était causée par mon burn-out. Et que du coup, oui, je pouvais traiter cette dépression avec ce que je voulais, avec des pilules, lire des bouquins, etc. Mais c'était juste cacher les symptômes, et tant que je traite pas la cause de fond, ça ira pas mieux. Du coup, j'arrive à la conclusion qu'il faut que je fasse un break au niveau du boulot. Alors là, comme je voulais quand même pas m'arrêter brutalement, parce que je pensais à Carlos, qui avait arrêté brutalement et ça s'est mal fini, donc je commence à parler à mon équipe et à leur dire, voilà, j'aimerais faire un break, peut-être 6 mois, peut-être plus. Alors j'ai le soutien complet de mon manager et de mon équipe, ils ont vraiment tous été formidables. Après, par contre, quand on en a parlé au RH et à mes médecins pour essayer d'avoir un arrêt maladie, ça a été une histoire complètement différente. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la seule solution, c'était non pas la manifestation, mais la démission. Et du coup, donc c'est comme ça que j'ai petit à petit préparé mon départ de Docker, qui a été effectif là au début de l'année en février. Un truc qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que j'avais déjà pensé à faire une pause avant, mais à chaque fois, je m'étais dit non, je vais pas faire une pause à cause de l'argent en fait, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment d'arrêt maladie en fait. Tout ce qu'on peut faire éventuellement, c'est un break de 12 semaines non payé. On peut éventuellement essayer de se faire mettre en arrêt maladie en faisant jouer des assurances invalidité, des choses comme ça, mais c'est très compliqué. J'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. Donc cet aspect financier, ça m'a fait réfléchir. Et quelque part, j'espère qu'en France, c'est un peu plus facile. Si jamais on en est vraiment à un point comme ça où il faut s'arrêter, j'espère que c'est plus facile d'arriver à le faire sans se retrouver sans ressources. Mais à vrai dire, j'en sais rien, parce que j'ai jamais été confronté à cette situation ici.
Alors les résultats, ils sont plutôt bons, puisque en fait, après m'être arrêté, une des grosses questions que je me posais, c'est est-ce que je vais encore avoir envie de coder? Est-ce que ça va toujours me faire plaisir? Ou est-ce que en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est partir élever des chefs dans le plateau du Larzac, comme on le disait plus tôt ce matin? La bonne nouvelle, c'est que j'aime encore coder. Je m'en suis rendu compte quasiment tout de suite. Je me suis mis à bosser sur un side project et ça a avancé, ça m'a fait plaisir. J'ai pu prendre des vraies vacances, c'est-à-dire des vacances où il n'y a pas la deadline, où on se dit zut, là dans un mois je reprends, dans 2 semaines je reprends, dans 1 semaine je reprends, est-ce que je suis prêt? J'ai eu quelques mois sans talk à l'horizon. Bon, ok, là, petite exception pour celui-là. Et puis je me suis mis à faire un petit peu de formation et de consulting en indépendant et à me rendre compte que j'aimais bien ça, que c'était à mon rythme, que c'était cool. Donc, et je me dis que je retournerai probablement bosser à plein temps plus tard, mais j'ai le temps de voir un petit peu venir. Alors maintenant, ce que j'aurais aimé savoir, ce qui m'aurait peut-être évité pas mal de pertes et fracas, déjà c'est que la dépression, c'est une maladie comme une autre. Donc comme une jambe cassée, comme un rhume, comme un cancer, c'est exactement pareil, c'est une maladie. Alors bien sûr, c'est plus difficile à accepter pour nous, parce que j'imagine que dans la salle, là, on a quand même des gens qui sont plutôt cartésiens, et donc la dépression, ça a l'air un peu subjectif. L'avantage avec un bras cassé, ou je ne sais pas si c'est un bras ou une jambe d'ailleurs, ça, mais on voit bien qu'il y a 2 morceaux, donc c'est cassé, donc ok, il faut réparer, alors que la dépression, c'est difficile à évaluer de la même manière. On ne peut pas faire une espèce de test qui affiche rouge ou vert, les tests passent pas, les tests passent, dépression, pas dépression. Il y a des causes biologiques de la dépression, les taux de monoamine dans le cerveau, la dopamine, la sérotonine, etc. Mais on ne peut pas vraiment les mesurer pour des raisons techniques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Du coup, c'est difficile de mesurer une dépression avec une manière que nous, on trouverait objective. Mais finalement, il y a des mesures objectives quand même qui sont comment on se sent, comment on arrive à faire son travail, etc., etc. Donc c'est vraiment une maladie comme une autre. Ensuite, la dépression et le burn-out se ressemblent, il y a beaucoup de points communs, il y a aussi des différences. Du coup, quand on se dit qu'on est peut-être dans une des cases, c'est intéressant de se poser la question si on n'est pas en fait dans l'autre. Ensuite, le burn-out, c'est pas que de l'épuisement. Dans mon cas, je pense qu'il y a une grosse part liée à un épuisement. Et ce qui a peut-être voilé un peu le diagnostic, c'est qu'au lieu vraiment de m'épuiser et de cracher juste après, c'est genre je me suis épuisé et puis c'est peut-être 1 an après qu'on a commencé à voir les effets négatifs. Mais le burn-out, ça peut aussi être lié à un conflit de valeurs. Par exemple, si vous êtes vraiment pacifiste et que vous bossez pour un marchand de canons, c'est un bon exemple où ça peut mal se passer. Le manque de reconnaissance, que ce soit parce qu'on ne vous dit pas que vous faites du bon boulot, ou le manque de reconnaissance financier. Un sentiment d'inutilité, c'est-à-dire l'inverse d'avoir un impact, et l'impression de ne pas avancer, c'est-à-dire quand il y a tellement de choses à faire que vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, de toute façon, ça avance pas. Il y a des outils pour mesurer le burn-out, ça j'aurais bien aimé le savoir plus tôt. J'ai parlé du Maslach Burnout Inventory, mais il y a aussi plein d'autres choses qui existent. Ensuite, la dépression et le burn-out sont extrêmement courants. Quand je suis parti de chez Docker, je me suis dit, avec toutes les années que j'ai passées dans la communauté, je dois au moins un peu entre guillemets des explications. J'ai envie de parler de ce qui m'est arrivé, donc j'ai écrit un blog post. Et j'ai reçu des centaines de messages de soutien, donc déjà ça m'a ému de manière incroyable, et des dizaines de témoignages très personnels de gens qui en fait sont passés par le même genre de choses et qui très souvent malheureusement n'ont pas eu le privilège de pouvoir s'arrêter assez tôt et qui du coup sont allés dans le mur de manière beaucoup plus violente. Parfois, faire un break, ça semble être la seule solution possible. Alors, je ne sais pas quelles sont les autres solutions, je n'ai pas pu tester pour vous. Dans mon cas, de toute façon, je suis arrivé à la conclusion, il faut faire un break. Et très souvent, quand on n'est pas dans le bon environnement, ça va être la seule solution parce qu'il faut se détacher de l'environnement. Si jamais on tombe sur une équipe ou un manager qui ne comprend pas, il faut changer d'équipe ou de manager parce que sinon on va y laisser sa peau. Les médicaments, ça peut aider, ça je le savais. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que des fois, il faut en tester plusieurs avant de trouver celui qui va vraiment vous être efficace pour vous. Et puis, c'est un processus long. C'est pareil, ça je le savais un petit peu, mais je ne pensais pas que ça serait si long. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que quand vous regardez, il y a pas mal de drogues récréatives qui agissent quasiment tout de suite. Tous les gens qui ont fumé un pétard le savent. Par contre, les antidépresseurs, ça va mettre des fois des jours, des semaines avant d'avoir un effet. Donc ça, c'est un petit peu surprenant aussi. Et même au fil du temps, des fois, il faut faire évoluer ça. Donc, dans mon cas, par exemple, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon traitement m'aidait plus, donc j'ai pu l'arrêter.
La thérapie, j'en ai pas du tout parlé dans le reste de la présentation, mais durant tout ce temps-là, j'ai travaillé avec plusieurs psychiatres ou psychothérapeutes. Ça m'a énormément aidé aussi, pas seulement par rapport au burn-out et à la dépression. Ce que je dirais simplement, c'est que la thérapie, c'est un peu comme la salle de sport. C'est-à-dire que si vous faites une activité plutôt physique, et que vous prenez les escaliers tout le temps, etc., vous n'avez peut-être pas besoin d'aller à la salle de gym tous les jours. Par contre, si vous êtes toute la journée derrière votre bureau, que vous prenez tout le temps l'ascenseur, la voiture, et que vous faites aucune activité, là, ça peut être une bonne idée d'aller justement sur un tapis ou un vélo de temps en temps. La thérapie, c'est pareil. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'en auront jamais besoin, parce que justement, ils ont dans leur entourage tout ce qu'il faut pour pas en avoir besoin. Mais il y a des gens à qui ça peut être une aide énorme. En moyenne, la situation est plus difficile dans une start-up. Je ne veux pas dire que les start-up sont bonnes ou mauvaises, mais voilà, l'environnement va être plus délicat dans les start-up pour gérer ça. Donc si vous êtes dans une start-up, pensez-y. Pour conclure, 3 choses. Alors premièrement, j'en ressors plus fort. Pas au sens ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais plutôt parce que j'ai appris énormément, j'ai développé énormément d'empathie pour les gens qui faisaient face à ça. Et je pense que maintenant, dans une équipe, je suis un membre plus utile parce que je vais être capable de voir ces choses-là et d'aider les gens, du moins je l'espère. Donc ça fait de moi de quelqu'un de plus utile dans une équipe. Ensuite, je l'ai dit plusieurs fois, le rôle de l'entourage est vital. Et là, il y a un truc qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est que quand on va pas bien, il faut arriver à en parler à des gens, que ce soit des potes, que ce soit des fois des inconnus. Des fois, c'est plus facile de parler à un inconnu dans un bar, à une conférence, ou etc. Parce qu'on se dit qu'on va vivre avec le regard de jugement de cette personne. Et ça, je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que très souvent, quand on va pas bien, tout ce qu'on a envie de faire, c'est s'isoler. Donc, j'ai pas de recette magique, je le dis simplement comme ça. Et enfin, la dernière chose, c'est que le but de cette présentation, c'est pas de vous donner un gilet pare-balles contre la dépression et le burn-out, si seulement. J'espère simplement que cette présentation aura peut-être sur vous l'effet qu'ont eu les premières présentations que moi j'ai lues sur le sujet, et donc que ça vous donnera envie d'aller creuser un petit peu ça. Ça peut être pour vous, ça peut être pour des gens de votre entourage, que ce soit professionnel, personnel, etc. Voilà, merci beaucoup. Bravo.